Bonjour à toutes et tous. Dans ce webinaire de l'association Les Collectifs, on est une association qui est un réseau de collectifs de salariés engagés pour l'écologie dans leurs entreprises et organisations respectives. On aide ces collectifs dans les actions qu'ils peuvent mener pour transformer leur entreprise de l'intérieur. On les aide également sur les enjeux de posture et les rapports humains qu'il peut y avoir en interne avec leur direction, avec les autres salariés, avec les parties prenantes internes et externes des structures. Et c'est à ce titre-là qu'on organise régulièrement des webinaires pour partager des compétences et de la connaissance à la fois aux membres de collectifs qui font partie de notre communauté, aux salariés qui sont intéressés par l'engagement et la transformation de l'intérieur des organisations, aux directions RSE et à tous nos partenaires. Et donc c'est avec cette idée en tête qu'on a discuté avec Olivier, Mathieu et les autres invités d'une façon de parler d'espace, de cadre, de moments de régénération pour toutes et tous, en particulier dans un moment et dans des temps qui les nécessitent d'autant plus. D'où l'idée de ce webinaire que je vais laisser le soin à Mathieu, Olivier et à leurs invités d'animer. Merci beaucoup, Paul. Bienvenue à chacun, à chacune pour ce webinaire qu'on va passer ensemble. Je vais m'occuper un tout petit peu de l'inclusion là, commencer à créer le lien parmi nous et je vais vous proposer d'utiliser le chat. Pour ce faire, il y a une petite option conversation en haut de votre écran normalement. Et vous pouvez, à travers ce chat, juste commencer là pour chauffer la salle à dire d'où vous écrivez. D'où vous êtes, où est-ce que vous êtes situé géographiquement, là, tout de suite. Et on va voir si le chat fonctionne correctement. Normalement, ça devrait être le cas, mais oui, c'est magnifique. Donc, merci. Comme ça, on tisse un peu géographiquement la constellation que nous formons là, tout de suite, le 13 novembre à 13h06. Et dans un second temps, tout de suite, là, puisque vous êtes déjà sur le chat, je vais vous proposer de partager qu'est-ce qui m'a particulièrement régénéré cette année dans mon engagement. Et ça, en 2-3 mots comme ça, des mots-clés. Je mets la question dans le chat. Qu'est-ce qui m'a particulièrement régénéré cette année dans mon engagement en 2-3 mots-clés? Et vous pouvez mettre donc ces informations. Je vais en lire quelques-unes. Il y a Digne-les-Bains, il y a La Seine, il y a Nager. Donc là, déjà, il y a un environnement qui est assez cohérent. Il y a le fait de ralentir, un road trip, Burning Man. Il y a des paradoxes aussi. Le courage de dirigeants qui s'engagent, festival de danse, réorganisation et nouvelles rencontres, la famille, marcher en forêt, la CEC des nouveaux imaginaires, la plongée. Est-ce qu'il y a encore une ou deux? Soigner mes liens, prendre soin de moi, des gens que j'aime et être proche de la nature. Avoir un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, un nouveau livre. Eh bien, ça montre la richesse, ça montre la diversité avec lesquelles chacun, chacune ici peut se régénérer par rapport à son engagement. Et puis, ça nous montre aussi que la régénération, elle est systémique. Quand je me régénère, je contribue à régénérer les autres et le système. Sans aucune espèce de transition, je vais partir sur le monde banni et vous proposer cette fois-ci un échange dans le Slack, dans le chat. Ça sera une suite de nombres. Hein, ne répondez pas trop vite. Il y aura vraiment une suite de 4 chiffres que vous allez pouvoir mettre dans le chat. Et je vais d'abord introduire ce que le monde banni. On est passé du monde VUCA au monde banni, selon certains penseurs, certains chercheurs, certaines associations et courants de pensée. Et donc le monde banni, c'est un monde qui est brittle, fragile. Donc banni, c'est B-A-N-I. Hein. Donc banni, fragile, ça part du principe que les organisations apparaissent parfois solides, parfois moins solides, mais qu'elles révèlent souvent une vulnérabilité systémique au moindre choc. Il y a des dépendances qui sont de plus en plus visibles, qui se font entre les chaînes de valeur, entre les expertises, entre les mondes, entre les univers, les thématiques. Et les collaborateurs qui travaillent dans ces organisations peinent à se sentir en sécurité psychologique dans un environnement, du coup, considéré comme fragile. Donc ça, c'est le B de banni. Le A de banni, c'est anxieux.
Ça part du principe que l'incertitude, bah, elle alimente la peur de l'échec et la perte de confiance collective. L'anxiété, ça érode la motivation, ça érode la créativité. Et du coup, dans certains cas, le management réagit à cette anxiété par le contrôle, toujours plus de contrôle, toujours plus de la même chose, plutôt que par l'écoute, par le fait de créer des espaces. Euh, et donc ça a un effet vertueux, enfin vicieux plutôt, de renforcer le stress. Le N de Bani, c'est la non-linéarité. Les crises, elles surgissent de manière imprévisible. Et puis, comme c'est systémique, ben, il y en a une qui entraîne une autre. Et ça déstabilise tous les plans stratégiques. Donc, la non-linéarité, ça parle aussi des organisations qui peinent à s'adapter à des trajectoires de changement qui, avant, pouvaient avoir l'impression d'être régulières, mais qui maintenant, en plus, sont irrégulières. Donc, c'est de moins en moins linéaire. Il suffit plus de mettre en place un plan d'action pour pour passer d'un point A à un point B. Ça rajoute de la complexité. Et donc ça, c'est le N de banni. Et le I de banni, c'est incompréhensible. On a de plus en plus accès à d'informations qui sont de plus en plus croisées les unes aux autres. Donc cet excès d'informations rend la lecture du réel confuse, fragmentée et de plus en plus incompréhensible, ce qui peut occasionner une perte de sens et une difficulté à se projeter dans le futur. Donc voilà, banni, fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible. De votre perception, de là où vous êtes actuellement, je vais vous proposer une suite de nombres du coup qui va permettre d'évaluer le critère de chacune de ces lettres de 1 à 4. Donc, je vous donne un exemple. Si moi je me sens vraiment très concerné par la fragilité du monde dans lequel je vis, je vais pouvoir dire 3 ou 4 parce que je me sens très concerné. En revanche, je ne suis pas très anxieux, donc je vais mettre 1. Et puis non linéaire, ouais, je trouve que c'est vraiment très non linéaire, 4. Et puis incompréhensible, 2. Et du coup, ma suite de chiffres, ça sera 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Et je vais vous proposer à chacun et chacune de vous relier à ça, la façon dont vous percevez la fragilité, l'anxiété, la non-linéarité, l'incompréhension ou l'incompréhensibilité dans les organisations, dans les entreprises, et puis de mettre votre suite de nombres dans le chat. Vous pouvez le faire tout de suite. On a déjà un 3-3-4-3. On pourrait croire que ce sont des stratégies de foot, mais ce n'est pas du tout ça. Il y a 2-2-4-4, 4-4-1-2, 4-3-2-2. On pourrait croire que c'est vraiment le loto, mais ça informe, ça informe le champ sur des choses qui peuvent se mesurer et qui peuvent comme ça donner une sensibilité, une température, je dirais. Le 2-2-3-2, le 3-2-2-3, le 3-3-2-2. C'est la première fois que je fais ça. Merci Olivier de m'avoir entendu. Et le numéro gagnant aujourd'hui, c'est le. Merci beaucoup pour avoir partagé ça. Merci, ça crée des liens. On sait d'où on parle, on sait qu'est-ce qui nous régénère, on sait comment on se sent connecté à ce monde banni et à cette façon de voir le monde. Je vous remercie. Je passe la parole à Olivier. Merci Mathieu. Merci Mathieu d'avoir partagé cette perspective sur un monde qui n'est pas seulement volatile et incertain, mais qui vient taper au cœur du système. Je suis interpellé par quand même ces chiffres et je veux bien donner la parole à 2-3 participants avant de me tourner vers nos témoins. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà à l'aise avec ces acronymes VUCA et BANI et veulent compléter ce que Mathieu a pu dire? Est-ce que certains le découvrent et en fait ça met des mots sur des réalités? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette combinaison plus qu'une autre? Qu'est-ce qui est particulièrement interpellant dans ces 4 principes? Allez, on peut écouter 2-3 personnes, puis ensuite on se tourne vers les témoins. On voit qu'il y a une grande intensité, hein. Il y a à chaque fois un 4 ou un 3. Comment vous vivez avec ça?
Est-ce que je désigne des volontaires ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner un peu Moi, plus de relief je veux à bien cette intervenir, je proposition de savais pas trop Mathieu? comment faire. Vous m'entendez? Bienvenue, Guy. Oui. Oui. Voilà. Mais moi, VUCA, ça va, je connais. Bani, c'est un peu nouveau pour moi, donc je me suis un peu positionné. Mon vrai souci, c'est la compréhension de la fragilité du. Alors j'ai mis 4-3-2-2 parce que voilà, de ce que je sais, de ce que je fais, de ce que je ressens, le monde me semble très fragile. Je suis anxieux, oui, et j'ai mis un peu moins parce que moi je suis plutôt en fin de parcours, au moins à titre professionnel. Donc voilà, mon anxiété est tempérée par cette longueur du temps qui est déjà derrière moi. La non-linéarité, oui, j'ai mis 2 parce que, OK, c'est pas, je sens bien qu'il y a des points de rupture qui basculent, enfin qui sont, présents, si ce n'est que, cette bascule dans le quotidien est relativement, peu perceptible. On sent la tendance. C'est pour ça que je l'ai modéré à 2 et puis sur, l'incompréhensible, j'arrive à peu près à comprendre ce qui se passe, même si c'est pas toujours avec. Enfin, je pense que j'arrive à comprendre les mécanismes et notamment, je me penche de plus en plus sur les sciences humaines, hein, parce que je viens du monde plutôt scientifique, mais enfin technique et médical. Mais voilà, j'arrive à comprendre à peu près les mouvements qui sont en train de se faire, mais même si je les partage pas intégralement. Voilà mon explication de mon chiffre. Merci, merci Guy. Je profite pour savoir, chacun, si vous pouvez nous rappeler d'où vous parlez, éventuellement votre fonction, votre organisation, si c'est OK pour vous, c'est enregistré, sachez-le, mais c'est intéressant de savoir quels sont votre angles Oui, de lecture. alors du coup, pardon, je veux bien compléter. Je suis basé à Auxerre, dans l'Yonne, qui est à 150-170 km au sud-est de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Chablis. C'est plus connu peut-être qu'Auxerre, enfin encore que la GIA est bien connue. Et je suis dans une organisation, une collectivité territoriale. Je suis au département de l'Yonne. Je suis chargé de mission transition écologique. Merci. Merci. Chacun de nous parle depuis un endroit particulier, donc on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas avoir les mêmes combinaisons de chiffres, hein. Est-ce qu'on a le temps d'écouter une ou deux autres personnes, sans obligation? Ce mot banni, ce contexte qu'a décrit Mathieu, comment il vous parle? Allez, je résiste pas, pardon, Emmanuel Costala, et je connais un peu ton investissement de loin au sein de la CEC, donc dans l'économie régénérative. Euh, En quoi cet acronyme BANI peut te parler? Vous m'entendez? Oui. Tous les boutons ont changé, je ne savais pas où était mon micro. Merci Olivier. Oui, bah donc moi je parle, j'ai été très investie à la CEC et je suis justement dans un moment de pause régénérative pour savoir où j'ai envie d'aller remettre mon engagement. Donc le mot banni me parle beaucoup. Ce qui me touche particulièrement, c'est la fragilité, la gestion de l'anxiété. Et je dirais que ce qui me touche particulièrement, et des questions que je peux avoir, c'est que quand on embarque des gens et qui sont à leur tour hyper anxieux pour agir, en fait, comment l'anxiété est un moteur ou pas d'action. En tout cas, c'est à cet endroit-là que les questions aujourd'hui fusent le plus pour moi. Merci Emmanuel. Je vais me tourner progressivement vers nos témoins. Est-ce qu'il y a une dernière parole qui aurait envie de s'exprimer? On a le droit de ne pas être en adhérence avec Bani, hein. C'est une clé de lecture, c'est pas le territoire, c'est juste une carte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas été dit et ça serait mieux en le disant? Ok, il y aura un temps de questions-réponses dans une vingtaine de minutes. Je me tourne vers vous, Stéphanie, Nicolas, Mathieu.
Mathieu, contributeur à la CEC des Nouveaux Imaginaires et puis activateur de ce projet coopératif des Regen Space. Stéphanie, qui a plusieurs casquettes pour activer les communautés, à la fois à la Climate House, cet épicentre de la transition écologique à Paris, et puis aussi de manière un peu plus décalée avec cet écolieu créatif que tu as lancé dans l'Hérault avec l'Inattendu, et puis Nicolas, serial entrepreneur, micro-aventurier, et puis fondateur, initiateur du Seine Club, ce tiers-lieu qui permet de réouvrir les horizons depuis les bords de Seine à Asnières, à 2 pas de la Défense. Euh, Quand vous voyez ces combinaisons-là de chiffres, quand on se connecte à cet environnement banni, on aurait pu avoir comme clé d'entrée aussi le backlash, ou ce que certains appellent le backlash écologique. Euh, Comment est-ce que vous vivez, vous, cet étau actuel, cette mise en tension actuelle des sujets de transformation que vous portez? Qui veut commence? Si vous avez compris ma question, c'est super. Si vous voulez répondre à autre chose, c'est possible. Allez-y. Enfin, j'y vais si personne Merci, n'y va. Nicolas. Comment je reçois ça? Super. Moi, bon, déjà, je vous parle donc effectivement des bords de Seine. On ne voit pas, mais il y a des petites péniches à côté. Donc, c'est pour vous dire que je suis sur cette péniche. Comment moi je reçois ça? Il se trouve que effectivement, le Seine Club, c'est un écosystème de lieux et d'activités, comme l'a expliqué Olivier, qui va avoir vocation à faire de la scène une sorte de catalyseur un peu de la réflexion, de l'inspiration et de la transition. Et on reçoit des groupes qui viennent en fait se régénérer, enfin en tout cas qui viennent pour des enjeux de cohésion ou d'innovation ou de réinvention. Et donc on perçoit un peu le pouls de ces groupes. Effectivement, on ressent aujourd'hui un vrai besoin dans ces groupes qui viennent de se retrouver et d'essayer de trouver de nouveaux repères. Et vous êtes nombreux à avoir dit que vous étiez régénérés vous avez besoin de vous retrouver dans la nature, de nager, de marcher en forêt pour vous régénérer. C'est ce qu'on essaye d'offrir au Seine Club. Donc moi, ma façon de réagir à ça, c'est d'essayer d'apporter des solutions et de dire aux gens cette inspiration, cet univers régénératif, il n'est pas forcément plus si loin que vous pouvez le penser. Et en l'occurrence, en région parisienne, là où on est tout près de Tour de la Défense et d'environnements très très urbains, mais on est il suffit de faire quelques pas parfois, ou de changer de regard, de faire quelques mètres, ou d'aller sur l'eau pour changer totalement de posture et de voir un peu la vie autrement. Merci Nicolas. Comment ça résonne pour toi, Stéphanie, qui opère à la fois des lieux et puis aussi des relations à l'intérieur de ces lieux? Ton micro est coupé pour le moment. Encore coupé. Alors, ça pourrait être en haut à droite. Ah. Ouais. Ah, là, ton micro n'est pas coupé, mais on ne t'entend pas. On ne peut pas parler de monde banni sans que des lutins malicieux viennent fragiliser la technique ou notre connexion. Peut-être que on peut juste te regarder en bougeant les lèvres. Non. Peut-être que tu peux te déconnecter et te reconnecter. Et Mathieu va prendre la suite. Merci Stéphanie. Mathieu, Olivier, est-ce que ce tu veux bien sujet de reposer la l'engagement, question? du surengagement, de l'étau, comment ça résonne pour toi, tes activités Ça résonne tout particulièrement parce que, de mon point de vue, même s'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de l'intérêt et de l'importance de la régénération, qui sont conscients de qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut répondre, il y a encore trop souvent, je trouve, le mode project as usual, c'est-à-dire allons vite nous régénérer. Mettons vite des indicateurs pour être sûr qu'on est dans la performance de la régénération. Et je trouve que c'est souvent, en tout cas dans les échanges que j'ai avec les organisations, les dirigeants, les équipes, c'est souvent ce paradoxe en fait qui vient amener encore plus de friction parce que on veut vite se régénérer. Et c'est quelque chose qui me questionne.
Et je remarque qu'il y a parfois des résistances à considérer, à prendre en compte le fait que ça puisse prendre du temps, le juste temps, et que pour ceux qui connaissent Olivier Hamon, en fait, c'est vraiment comment on opère la bascule de la quête de la performance à la quête de la robustesse. Donc voilà, ça c'est ce que j'observe. Et ma façon d'y répondre, parce que moi je suis sensible à ça bien sûr, bah, c'est justement de créer des espaces où on s'autorise à ralentir, où on s'autorise à être en sécurité émotionnelle et psychologique. Merci. Stéphanie va nous rejoindre dans quelques instants. Je me permets de dérouler quelques questions et puis on prendra ensuite vos réactions, vos commentaires. Merci Hélène. Si jamais il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles, je vous invite à utiliser le chat et comme ça on raccrochera les wagons, mais je poursuis un petit peu pour déplier le sujet. Nicolas, des lieux insolites, il y en a beaucoup. Des activités qui sortent de l'ordinaire pour équipes fatiguées. Euh, la liste des team building, du paintball au karting est longue. Euh, Comment est-ce que vous, au Seine Club, vous arrivez à trouver cette ligne de crête entre prise de recul, distraction et puis aussi cohésion, sens? Comment est-ce que vos activités permettent à la fois d'être au contact de l'ordinaire, mais aussi d'avoir des moments un peu extraordinaires? Alors, je ne sais pas si vous êtes certains à être en région parisienne, d'autres plus loin, mais il faut savoir que la Seine a toujours eu, enfin en tout cas depuis une centaine d'années, une réputation un petit peu délicate, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80%, bon, avant les JO, des gens qui ont une image négative de la Seine. Ils se font une idée de quelque chose qui est hostile, dangereux, sale. Et en fait, le premier truc qu'on essaye de faire, c'est de casser ça. Et donc, on exploite une péniche qui est dans un très joli port, à quelques 50 mètres d'un boulevard et d'immeubles, mais on est, nous, dans un écrin de verdure qui est surprenant. Ce qu'on invite les gens à faire, c'est à nous rejoindre à bord de cette péniche. Et cette péniche, elle est reliée à la terre par un petit ponton. Et quand on arrive sur la péniche, on est donc déconnecté de la rive et on se rend compte qu'elle bouge avec le passage des autres péniches. Donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de créer un espace qui est un petit peu en dehors. Il se trouve qu'il est juste à côté, il est à quelques mètres d'endroits que les gens ont l'habitude de fréquenter. Mais le premier truc, c'est d'essayer de créer ce choc où les gens peut-être acceptent l'idée de perdre un peu leur repère et de remettre un peu les cartes sur la table ou de repartir à zéro. Ça, c'est déjà une première chose qu'on essaye de faire. Et ensuite, je ne sais pas si je continue ou si Stéphanie est de retour. Ensuite, donc on va essayer de donner un cadre, je veux dire, sécurisant, inspirant pour permettre au groupe de se reconnecter, de se relier à eux et à la nature omniprésente. Et ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de leur faire vivre aussi des expériences un petit peu plus engagées. Donc, on essaye d'associer, nous, des journées de réflexion, d'ateliers à des expériences immersives et qui vont jusqu'à essayer de mettre des gens et des groupes sur des stand-up paddle sur la Seine, pas sous la Seine, parfois ça arrive, sous la Défense. Et généralement, ce sont des ingrédients qui font que tout d'un coup, les réactions et la magie de la transformation se fait dans les groupes. Sans trahir de confidentialité, les clients, le type de clients qui sont venus pour faire leur workshop à la fois in-house et puis aussi sur l'eau. Alors, ce qui est intéressant ici, on est à Asnières-sur-Seine, on est au cœur d'un écosystème d'entreprises incroyable. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises de tout type, mais y compris des grands groupes. On a deux catégories de gens qui viennent, certains qui sont en affinité, donc ça va être des pôles RSE d'une grande entreprise, par exemple, et qui viennent parce qu'on raconte une histoire, parce que nos lieux ont du sens et racontent, créent cet écosystème propice à de la réflexion sur la transition écologique, par exemple. Et ça, du coup, ils trouvent vraiment, dans le cadre qu'on propose, écho à ces enjeux-là. La Seine, elle porte absolument tous les enjeux, hein, du lien social, de la pollution, de la transition écologique, du rythme. Mais on a aussi des groupes qui viennent parce qu'on est une salle aussi, potentiellement un lieu pour se réunir au même titre que d'autres ailleurs.
Et moi, ma plus grande satisfaction, et donc ça va être des codir de grandes entreprises. Enfin, je sais pas, je vais dire des groupes Richemont, de L'Oréal, de la LVMH qui sont voisins, de Vinci récemment. Donc, c'est des entreprises qui viennent, et parfois ils viennent sans avoir en tête notre engagement et le sens que porte notre projet et le lieu. Et c'est à la fin de la journée, ils nous disent, tiens, c'est marrant, les planètes étaient alignées, on était bien, et puis cette lumière qui était là toute la journée nous a fait du bien, ça a été comme un signe. En fait, c'est vraiment ce qu'on propose et qui est là tout le temps. Donc là, voilà, le top, c'est quand on a effectivement des groupes qui se rendent compte du potentiel régénératif du fleuve, de la Seine et de cet environnement, alors qu'ils n'étaient pas vraiment venus pour ça. Merci. Passage de lumière vers Stéphanie. Est-ce que tu es encore là, Stéphanie? Est-ce que ton micro marche? Oui, On je suis refait là. un test. Ah ben Vous voilà, m'entendez? génial. Oui, Ouais, ça très y est, bien. je me suis Et vous ne me voyez pas apparemment? Si. Ça y est, c'est bon. Ah, ok. Je sais À pas. propos de la Climate House et de l'inattendu, comment est-ce que tu vois la pression actuelle et comment est-ce que ces lieux participent d'une régénération? Alors, du coup, moi, le mot qui m'était venu en tête quand tu as posé la première question, c'était le mot courage. Vous m'entendez toujours là? C'est bon? Ouais? On Ok, t'entend et on va te remettre en vignette. d'accord. Donc, je sais pas, parce que je suis plus en vignette là. T'as rien à faire, ça va être entre les mains de Massimo ou de Paul pour te D'accord. mettre en grand écran. Merci Stéphanie, on t'entend. Ok. Courage. Donc, oui, le mot de courage, je trouve qu'il est assez présent. Enfin, en tout cas, là, depuis que j'accompagne le projet de la Climate House. Et il est lié, selon moi, aussi au fait que beaucoup de personnes se sentent seules, aussi bien dans leur organisation que dans leur métier. Et je ressens, en tout cas, dans ce sujet des liens, dont parlait aussi Mathieu tout à l'heure, que les gens viennent et ont le courage de venir se confronter à d'autres pensées, à d'autres systèmes d'organisation. Et je trouve qu'il y a une co-responsabilité qui est vachement portée aujourd'hui, parce qu'on parle quand même depuis un petit moment de coopération, sauf que ça demande du courage de dire help quand on veut coopérer. Et ça, c'est Olivier Hamon qui le dit aussi, c'est qu'en fait, il y a coopération et non pas collaboration. Il y a vraiment coopération quand on est capable et qu'on a le courage de demander de l'aide. Et je trouve que ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis un an avec le projet de la Climate House. Ce que je peux dire de plus, c'est que effectivement, je crois que Nicolas l'a dit aussi, le mot magie. Je crois qu'en fait, quand on arrive avec un nouveau regard sur les choses, avec l'envie que ça bouge, ça crée des énergies qui permettent d'avoir une secret sauce, comme on dit, de la magie entre les gens. Nous, on est juste un terreau fertile pour que ça existe. On ne crée pas le team building, ça c'est la communauté qui le crée. Nous, on est vraiment un endroit où c'est par et pour la communauté. On est vraiment moi j'appelle ça le terrain de jeu fertile dans lequel effectivement des entreprises, pour ceux qui savent pas ce qu'est la Climate House, c'est vraiment des entreprises qui ont leur bureau ou qui sont nomades, donc des gens qui viennent travailler sur leur propre projet, mais qui sont effectivement dans une maison où ils peuvent s'asseoir à côté de quelqu'un qu'ils connaissent pas, manger à côté de quelqu'un qu'ils connaissent pas, venir et proposer une programmation dans cet espace. Et je pense que vous connaissez tous les 4 H. On dit head, heart and hands. Désolée pour mon accent anglais. Mais nous, on y a rajouté house parce qu'on appelle ça du coup les 4 H. Et on pense que quand tout le monde se connecte à la maison, c'est-à-dire à l'espace dans lequel il est censé cohabiter, et avec ces 3 autres dimensions de la tête, du cœur et du corps, il peut se passer vraiment de très belles choses. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire depuis un an, que ça soit pour des organisations ou des personnes qui sont freelance, des artistes, des scientifiques. Donc, on a vraiment tous les profils qui viennent un petit peu créer une autre forme de lien pour avancer sur des projets de transition. Merci Stéphanie pour tout ce que tu énergises au sein de la Climate House. Un mot sur l'inattendu? Oui, l'inattendu, c'est un projet qui est né d'une intuition il y a 5 ans. C'est un projet qui est né aussi de manière collective.
comme la Climate House aussi, puisqu'en fait, c'est plusieurs personnes qui se sont mis autour d'un projet, d'une intuition que la reconnexion à la nature, parce que c'est un lieu qui est donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de Montpellier, mais qui est dans l'Hérault, à 1 heure au nord de Montpellier, qui est dans un tout petit village de 400 habitants, une maison qui est connectée effectivement au vivant, dans laquelle on a ressenti le besoin de créer une maison ressource. Voilà, c'est une résidence à la fois de créatifs, c'est une maison de famille augmentée, c'est ce qu'on dit, puisqu'en fait, plusieurs familles ont permis, avec leur énergie, de créer cet espace. Et donc, dans cette maison, les clés sont toujours sur place. Et vous pouvez venir y créer effectivement des moments moi j'appelle ça de joie militante en ce moment et d'îlot de résistance culturelle, parce qu'on fait partie du réseau des maisons d'écologie culturelle. En fait, l'idée, c'est quand on parle d'écologie aujourd'hui, tout le monde part en courant. Par contre, quand on amène des messages via la culture, l'art et d'autres formes d'expression, surtout dans des villages, et bien en fait, le message passe mieux. Donc, du coup, on organise des festivals de danse autour de l'alimentation durable. On organise des conférences sur l'émerveillement, mais hop, on fait passer des messages sur la connexion au vivant et sur l'écologie. Donc voilà, donc on est un prétexte à faire passer des messages dans une zone rurale et on accueille aussi des organisations qui veulent se mettre au vert. Et on a ça en commun avec Nicolas, c'est que on est aussi sur l'eau parce qu'on est sur une rivière. Et ça aide beaucoup l'eau, de voir l'eau, d'entendre l'eau. Et voilà. Merci. Donc Je vais suivre le cours du coup, Stéphanie. Nicolas, j'aurai encore une dernière question pour vous avant celle des participants. Mais je me tourne vers toi, Mathieu. À travers ce qu'on vient d'entendre, ces lieux, ça peut être des lieux physiques. On vient de parler de l'eau, de trouver des lisières à côté du connu, ne serait-ce que de traverser un ponton pour changer de regard. Il y a ces lieux qui sont aussi des environnements relationnels, pouvoir se frotter à un écosystème, changer de point de vue avec une personne qui opère depuis un autre endroit, pouvoir se sentir relié et soutenu aussi au sein d'une communauté de valeurs. Donc il y a bien cet environnement, je dirais, fonctionnel, cet environnement relationnel. Et puis, avec le travail que vous avez mené avec les Regen Space, Mathieu, au sein de la communauté de la Convention des entreprises pour le climat, de la CEC, vous apportez aussi le regard méthodologique. Un espace, ça peut être aussi juste utiliser d'autres méthodes pour travailler ensemble. C'est ce que tu disais un peu de sortir du mode project as usual. Dans le livre blanc sur les Regen Space, vous avez documenté ça avec des safe space, des dream space, des learning space, des action space. En quoi est-ce que mettre une méthode et une intention particulière change la modalité de travail et peut aider à la régénération? Merci pour cette question, Olivier. Je pense que ça vient de la méthode être en relation, c'est une volonté, c'est une aptitude, mais c'est aussi une méthode. Et ça part, en tout cas chez moi, pour moi, ce livre blanc dont tu parles, il a été coécrit avec toi d'ailleurs et avec un ensemble de contributeurs que je remercie encore. Mais en tout cas, de mon côté, ça part d'un principe clair qui est nous ne sommes pas des chers humains, nous sommes des êtres humains. Alors, bien sûr, en entreprise, il s'agit de faire ensemble, mais on ne fait jamais aussi bien ensemble que quand on est bien ensemble. Et ensuite, donc du coup, mon approche, c'est de dire qu'il y a des méthodologies, des pratiques, un cadre qui permet d'être bien ensemble. Ça part de plusieurs. Si j'essaie de rattraper quelques éléments qui ont été partagés, Stéphanie, elle parlait du courage, et c'est extraordinaire de parler de courage, mais il faut savoir que sans peur, il n'y a pas de courage. Donc avant d'avoir du courage, et c'est super, bien sûr, c'est bien d'identifier ses peurs. Et des peurs, on en a tous. Et donc, quand on est ensemble dans une entreprise, quand on collabore, quand on coopère, quand on contribue, eh bien, on a des peurs. J'arrive avec mes peurs. Tu arrives avec tes peurs. L'autre arrive avec ses peurs. Et donc, on peut avoir le courage de vouloir les traverser, les regarder, mais ça demande une certaine forme de méthodologie. En entreprise, parfois, dans ce monde où tout va très vite, où il faut être très productif, dans certains cas, en tout cas, très lié à la performance, eh ben, on ne laisse pas suffisamment de temps peut-être à des personnes pour être créatives, pour être dans l'innovation, parce qu'on va aller assez vite dans le jugement, dans la catégorisation, la labellisation des personnes.
dans les railleries, les moqueries. Ah, encore toi avec tes idées, non, mais tu vas pas arrêter. Et donc ça empêche toute espèce d'échange, de pratique qui pourrait être liée à l'innovation et à la créativité. Et tout ça, pour moi, c'est relié à la sécurité émotionnelle et psychologique dans laquelle je vais pouvoir me sentir pour être moi-même, dans un cadre qui est défini, bien entendu, avec un contrat de travail, bien entendu, et comment je vais pouvoir finalement honorer le miroir que me tend ce monde banni. En quoi, moi, je me trouve fragile? En quoi, moi, je suis lié à l'anxiété? En quoi, moi, il m'arrive de ne pas être linéaire? En quoi, moi, il m'arrive d'être incompréhensible? Et en regardant ce miroir et en le partageant avec les autres, alors, par systémie, en fait, j'informe le collectif, les équipes, l'entreprise, l'organisation et les parties prenantes de l'organisation que nous sommes dans ces espaces-là. Et Merci pour Mathieu. ça, il y a des méthodes, il y a de la pratique. Pardon. Merci. Ce document dont tu parles, sur lequel on a travaillé, Livre blanc, il est téléchargeable gratuitement en ligne. On vous redonnera le lien. Tu as parlé des contributeurs. Merci, hein, des entreprises de la CEC comme Bonduel, M6 Publicité, l'Uni, Night Shift y ont participé, une vingtaine de dirigeants, et puis aussi des partenaires, Ashoka, Mathieu Dardaillon, Ticket for Change, Frédéric Laloux, hein, de Reinventing Organization, et qui disent et qui soutiennent l'idée que en fait on a besoin de se régénérer en continu face à ce système en multicrise, que c'est pas juste une fois par an un séminaire, que c'est une hygiène régulière. J'aurais une dernière question pour vous, mais je veux bien ouvrir aux réactions des participants maintenant. Hélène, j'ai vu ta question, je me permets de te tutoyer. Mais pour s'échauffer et prendre plusieurs réactions au même moment, je veux bien qu'on se offre 40 secondes chacun pour revisiter ce qui vient d'être dit là, à travers les témoignages de Stéphanie, Nicolas, Mathieu, l'introduction de Paul. Qu'est-ce qui me conforte ou qu'est-ce qui me réconforte? C'est peut-être des trucs que je savais déjà, mais finalement les entendre ou les entendre différemment, bah ouais, ça se stabilise, ça s'ancre en moi. Première question, qu'est-ce qui me conforte dans ce que j'ai entendu? Deux, qu'est-ce qui me décale? Qu'est-ce qui me déstabilise? Qu'est-ce qui me questionne? Il y a peut-être des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, ou des trucs que j'ai pas compris, ou des trucs qui ben, sont encore un peu neufs. Euh, Qu'est-ce qui m'interroge dans ce que j'ai entendu? Et puis trois, qu'est-ce que ça me donne envie? Est-ce qu'il y a déjà des idées ou des pratiques que vous aimeriez mettre en place? Aller faire du paddle sur la scène ou vous offrir un temps juste de synchronisation avec votre équipe pour parler de possibles peurs, craintes, préoccupations? Ou peut-être que vous avez juste des questions à poser à ces participants, à ces témoins. On va avoir de l'espace pour ça. Allez, c'était trois questions juste pour infuser, intégrer, s'approprier ce qui vient d'être dit. Première question, qu'est-ce qui me réconforte dans ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui se conforte en moi? Deux, qu'est-ce qui me questionne, m'interpelle dans ce qui a été dit? Et puis trois, est-ce que j'ai une question pour les participants? Si jamais vous voulez partager dans le chat, c'est possible. Et si jamais vous voulez poser des questions ou intervenir, on va commencer par Hélène, mais les micros sont ouverts. Hélène, on prendra peut-être plusieurs interventions et puis après, on vous laissera répondre Mathieu, Nicolas, Stéphanie. Hélène, merci de ta patience. Pas de souci. Oui, bonjour. Moi, Société Michelin, je suis à Clermont-Ferrand. Et en fait, alors, enfin, le sujet a plus ou moins été abordé, mais je suis quand même encore dans l'interrogation. On a beaucoup parlé d'espace, d'accord? De lieux, d'espace pour prendre du souffle. Bon, c'était l'intitulé de nos échanges aujourd'hui. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est plus le temps qu'on se donne pour faire ça. Donc, vous l'avez plus ou moins quand même abordé. Il y a même le terme d'indicateur qui a été employé. En fait, on veut se donner de l'espace, mais on veut y aller vite. Et moi, en fait, c'est ça aujourd'hui qui me gêne beaucoup. Je trouve que dans les manières qu'on a encore d'aborder nos vies professionnelles, mais également personnelles, c'est justement ça, à mon sens en tout cas, les trois quarts du temps qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire se donner le temps de ralentir. Et du coup, j'ai écouté vos témoignages, ce que vous avez partagé, tout ça. Mais moi, je suis encore dans l'interrogation, comment on s'y prend pour arriver dans une organisation donnée à ralentir. Les team building au boulot, on en vit tous, enfin pour peu qu'on soit dans une société de taille minimale.
franchement, mais un team building, entre nous, hein, c'est juste l'horreur, hein. Ça va vite, c'est comme d'habitude, il y a la performance qui est là, il y a le... Enfin, franchement, quoi. Moi, vraiment, ce dont je rêverais, c'est de prendre le temps pour évoluer dans une équipe. Et ça, j'avoue que je sais pas encore, en termes de méthodologie, de technologie, de technique, franchement, je ne vois pas encore comment on va faire, quoi. C'est, Merci voilà. beaucoup, Hélène, pour ce témoignage et cette interpellation. Merci beaucoup, hein. Je vais construire un tout petit peu sur ce que tu viens de dire. Sur l'agencement d'espace, d'un point de vue juste, il suffit que je le dise pour que ce soit sur les travaux chez moi. Pardon. Il y a un très bon TEDx de notre ami Jean-Philippe Poupard, qui est le fondateur de Formapart, qui parle de, pour bien travailler ensemble, il y a besoin aussi d'avoir un espace propre pour discuter. Ça peut être en allant à l'inattendu de la Climate House au Sun Club, mais ça peut être aussi dans nos bureaux. Et dans cette dimension juste spatiale, ce TEDx de 18 minutes est vraiment intéressant. Et puis, tu viens apporter, Hélène, une question fondamentale qui est l'espace-temps, quoi. Dans quel espace-temps on se met? Est-ce qu'on est toujours dans la course éperdue? Et c'est un problème parce que la course éperdue, le nom l'indique, la course est perdue. Si je suis dans la course effrénée, j'ai perdu d'avance. Comment est-ce que je sors de cette roue du hamster, de toujours plus vite pour aller toujours plus vite, quoi? Et génial que, du coup, une actrice d'un acteur majeur de la mobilité nous invite à discerner, mobilité n'existe pas, précipitation, foncer dans le mur plus vite, quoi. Je pense que Mathieu, Nicolas, Stéphanie ont vraiment des choses à partager sur le rapport au temps, sur sortir du temps chronométrique pour être dans quelque chose de plus kairos. Mais avant de les écouter, est-ce qu'on a d'autres interventions? C'est juste pour qu'il y ait de la pluralité, mais si jamais tout le monde est derrière Hélène pour entendre quelque chose sur le temps, on peut redonner la parole. Il y aurait d'autres questions ou d'autres témoignages? Ok, go. Allez, on part sur le temps. Qu'est-ce que cette interpellation d'Hélène vous suggère? Comment ça résonne pour vous, Stéphanie, Nicolas, Mathieu? Moi, je veux bien c'est vraiment un sujet, le temps. Merci, Hélène. Il y a deux choses que j'ai envie de dire sur le temps. Il y a un événement que j'organise qui s'appelle les rencontres vivantes, dans lesquelles, en fait, on demande aux gens d'être responsables du temps qu'ils prennent dans leur semaine. Et on voit que ça marche parce qu'en fait, c'est eux qui décident de venir et de prendre du temps, non pas sur un week-end, mais sur une semaine. Et le rapport avec le team building, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, souvent, dans les organisations, c'est un peu une injonction à faire du team building quand parfois on ne met pas au centre le mot ralentir, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et maintenant, en plus, avec les grandes avancées sur notre cerveau, moi, en ce moment, je travaille avec un scientifique qui s'appelle Christian Clot, qui étudie notre système d'adaptation et qui a mis des gens justement dans une grotte pendant 40 jours pour voir ce qui se passait quand ils ne voyaient pas la lumière du jour et qu'ils étaient confrontés à la notion du temps. Justement, on voit bien qu'en fait, on ne peut pas faire les mêmes choses avec les mêmes injonctions ou avec les mêmes cadres. Et donc ça, pour moi, ça me parle énormément parce qu'en fait, quand on fait des choses qui nous motivent et pour lesquelles on sait qu'il y a une appétence derrière et une utilité à être acteur, on n'a pas du tout la même notion du temps. Donc je trouve qu'en fait, il faut peut-être rendre plus co-acteurs, co-animateurs, co-contributeurs. Et je pense qu'on doit tous changer nos postures de donneurs et de récepteurs, en fait. Et en tout cas, ça marche à la Climate House, ça marche à l'inattendu, parce que tout le monde a les clés, donc tout le monde doit respecter la maison dans laquelle il est ou doit respecter les espaces qu'il donne aux autres. Je pense que c'est cette notion de posture qui doit être travaillée en même temps que cette notion du temps. Voilà ce que ça m'a évoqué quand j'ai écouté Hélène. Et donc, voilà, c'est prendre Merci, nos... Stéphanie. Voilà. Nicolas? Oui, moi je suis complètement d'accord. Moi je pense que notre société elle est malade de cette accélération. On est aliéné à l'accélération. C'est un sujet. On ne sait plus ralentir. Et je pense que c'est bien d'accepter cette idée que il y a vraiment quelque chose à réparer de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment agir et mettre en place des choses techniques pour réapprendre à ralentir, pour avoir travaillé avec des coachs facilitateurs dont
Olivier, Mathieu, Stéphanie, je sais le soin qu'ils prennent à justement essayer de casser le rythme quand les gens arrivent pour à nouveau refaire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire se fixer des objectifs, tenir un planning avec des minutes, des heures. Le premier sujet, c'est effectivement d'essayer de casser ça. Alors, il y a des techniques, c'est vraiment poser son téléphone, il y a prendre le temps de faire une météo, enfin, je veux dire, voilà, chacun arrive avec ses intentions, etc. Tout ça, ça paraît un petit peu anodin, mais ça casse complètement les codes. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de techniques comme ça. Et ensuite, de façon plus concrète, nous, quand on arrive à mettre les gens sur l'eau et à se laisser porter par le courant, en fait, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on se fait rappeler au rythme naturel des choses. On ne peut pas aller vite quand on flotte sur un fleuve. On est obligé d'avoir aussi ses mains occupées avec une rame et son téléphone est à côté. Et donc, je dirais que la nature se rappelle à nous et vient nous imposer son rythme. Donc, voilà, des façons. Ouais. Pour toi, Mathieu, ce rapport au rythme? Très important, évidemment. Il y a deux grandes notions chez l'humain qui sont très importantes, c'est l'espace et le temps. Je souriais tout à l'heure quand tu parlais des team building. Moi, j'étais dans l'entreprise pendant longtemps et je me suis battu longtemps contre les team building de cohésion d'équipe. Hein. Comment faire cohésion alors qu'on nous proposait d'aller faire des paintball, c'est-à-dire de se tirer dessus. Donc, c'était quand même plus compliqué. Donc, bon, ça, c'est pour le sujet de team building. Mais ce que je dirais sur le temps, c'est qu'en fait, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a le temps individuel. Donc, pour les rationnels, pour les pragmatiques, j'aime bien dire ça, c'est qu'entre ce matin, 7 h du matin, et demain matin, 7 h du matin, donc dans 24 heures, j'ai 1440 minutes. C'est un cadeau. Voilà. Chaque matin, quand je me réveille, on me donne ce cadeau, 1440 minutes. Je peux choisir ce que j'en fais, ces 1440 minutes. Et souvent, alors comme je suis dans le coaching, l'accompagnement, les dirigeants me disent j'ai pas le temps. Et on regarde juste leur temps d'écran ensemble. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont le temps. Donc ça, c'est pour niveau individuel. Au niveau collectif, aussi dans les organisations, ça marche aussi, puisque comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Donc il y avait Slack, oui, mais on communique. Tout le monde sait qu'on vit une crise du lien extraordinaire en pensant être ultra connecté. En fait, on se déconnecte totalement. Donc les équipes me disaient, mais on n'a pas le temps de ralentir, Mathieu, on n'a pas le temps de créer ces espaces avec toi que tu nous proposes. J'étais donc membre du CODIR, manager, et je leur ai juste demandé de mesurer le temps qui passait sur Slack. Et donc ça permet pour les rationnels de se dire, ah oui, c'est vrai qu'on passe 2 heures sur Slack à rien se dire ou à grogner, autant qu'on se réunisse ensemble pour parler, pour construire, pour rêver, pour innover. Et ça a changé véritablement les choses. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quand on est en entreprise, on peut attendre que ça vienne du leadership, que ça vienne de la direction. Et c'est vrai, c'est possible. On peut avoir des changements de culture comme ça, on peut avoir des directions qui sont sensibilisées à ça. Et c'est ce que fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec des parcours de 9 mois. Hein. Donc, c'est 9 mois pour commencer à opérer la bascule. Okay. Et donc, ça, c'est une première chose. Ça peut venir d'en haut, mais ça peut aussi venir des équipes. Ça peut aussi venir, et donc ça va naturellement, je pense, intéresser les collectifs. C'est nous, comment on peut se donner ces espaces et ce temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et puis, on se fait vraiment une mesure. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on mesure et on va voir les gens, les autres, en disant, écoutez, on a fait un lab, on s'est réunis sur l'heure du déjeuner, sur le matin, je ne sais pas exactement. On a créé ces espaces, on a téléchargé le livre blanc Regen Space, on sait maintenant comment faire. Et on a fait ces espaces et voilà ce que ça a apporté. Ça vous dirait qu'on étende ça dans l'entreprise? Et dernier petit sujet sur ça, et après j'ai fini. Souvent, dans les discussions qu'on a avec Olivier, quand on voit des entreprises, on nous dit, OK, super, ce que vous proposez, c'est quoi le retour sur investissement? Le ROI de l'investissement que ça va nous demander de mettre en place ces espaces ou de se former à les créer. Et notre point, ce n'est pas de parler de ROI, c'est parler de risque de ne pas investir. Ouais, quel est le risque de ne pas investir? Tous les indicateurs, pour les pragmatiques aussi, les scientifiques même, tous les indicateurs montrent qu'il y a un épuisement, il y a de l'absentéisme, il y a le nombre de burn-out explose, le nombre de dépression explose, le nombre de prises anxiolytiques explose, et même, et ça je suis désolé, c'est un peu triste, mais chez les jeunes, le nombre de suicides explose. On n'a jamais eu autant de suicides depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, si ça marchait d'aller vite, si ça marchait de mettre des indicateurs, si ça marchait d'être dans la performance, ça se saurait. Donc,
Et là, souvent, en fait, les gens ont une autre oreille quand on leur dit ça. Et donc, c'est quoi le risque de ne pas investir? Le risque à ne pas faire, ouais. Ok. Exactement. Voilà, merci Merci de m'avoir beaucoup, dis écouté. donc. Merci pour cet éclairage à tous les trois. Enfin, tous les quatre même. Super. Je repars boostée là. Pas trop vite, pas trop vite. Non, mais non, Je pas rigole, je trop rigole, vite, je mais rigole. ça m'a redonné, boosté au sens de l'énergie. Merci. Olivier, c'est en Merci mute. beaucoup. Comment passer effectivement d'une énergie d'effervescence à une énergie qui stabilise en racine. Merci Hélène pour ta question. Est-ce qu'il y a il nous reste 5 minutes pour terminer tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Sinon, je vais poser une question sur la question du centralisme du budget et puis inclure la mienne. Ok, merci. Vous nous avez fait voyager, Stéphanie, Nicolas, Mathieu. C'est beau de voyager avec vous, mais on habite des maisons sous contrainte en entreprise, dans l'économie. Comment est-ce que, pour vous, les Regen Space ou ces tiers-lieux écolieux qui nous font du bien peuvent aussi se combiner avec du pragmatisme? Comment est-ce que je peux rentrer dans des contraintes budgétaires? Comment est-ce que je peux me déployer pas que pour des personnes qui habitent dans des sièges privilégiés, mais pouvoir être aussi au contact du terrain? Et puis j'inclus peut-être, est-ce que vous auriez des exemples que ça marche? Est-ce que dans le monde du concret, vous pourriez nous raconter que ça marche, que c'est pas juste une fantaisie? Vous prenez ce que vous voulez dans ce que je viens de dire. C'est à vous. Il nous reste 3 minutes. Peut-être 1 minute par personne. Et puis, Paul, tu pourras terminer. Je Vas-y, prends. Mathieu. Je dirais que c'est en apportant de la nuance. C'est-à-dire c'est en mettant du et plutôt que du ou. Il ne s'agit pas de se donner que des espaces de régénération, de partage, d'échange, d'innovation, ou que des espaces de production et de performance. C'est du et en fait. Comment je peux faire l'alliance entre les deux? On est dans un monde de plus en plus polarisé où il s'agit de diviser, diviser, diviser. Soit tu es dans la régénération, soit tu es un meurtrier en masse. Non, non, en fait. Comment tu peux mettre du et je suis dans la production, et je suis dans la performance, et je suis dans la régénération. Et ça, c'est la nuance et le cycle vertueux qui permet d'aller loin, longtemps, ensemble, et de mettre de l'amour. Parce que c'est ça, finalement, la clé. Merci, Jean-Pierre Gou. Ouais, moi, je voudrais juste rebondir. Je suis d'accord avec le « et », tout à fait. Je pense qu'on peut être dans l'accélération parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde nous propose des défis dans lesquels on ne peut pas juste rester assis sur une chaise et rien faire. Donc, c'est juste à nous de savoir doser entre là où on a envie d'accélérer notre énergie pour participer à des projets, des initiatives et donner de cette énergie et aussi trouver les endroits où on doit prendre le temps de notre créativité pour que notre cerveau aussi se régénère, parce que ça, c'est physiologique. Et donc, c'est vraiment à nous de choisir les moments d'accélération et de pause. Et je pense que les lieux peuvent être des formidables accélérateurs ou des formidables ralentisseurs. Ça peut être les deux. Et on peut très bien se retrouver avec un super contenu dans un lieu qui n'a rien à voir avec la régénération et être dans le plus beau lieu de la régénération avec les mauvaises personnes et ne pas se régénérer. Et j'ai plein d'exemples et je ne les donnerai pas ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, pour ceux qui connaissent ma vie. Voilà. Donc je pense que ce sont les êtres humains qui créent cette énergie du moment et pas que le lieu, c'est et le lieu et les êtres humains. Voilà, j'ai dit. Merci pour cet appel à la présence, Stéphanie, en temps contraint pour cette fois. Nicolas. Non, mais moi, très simplement, je rebondis en disant que c'est saluer l'initiative, et les initiatives comme les collectifs. En fait, on s'en rend compte, on se régénère surtout en se retrouvant. En fait, le monde nous sépare, nous éloigne, nous met derrière nos écrans. Alors, on est derrière des écrans, mais on est quand même reliés aujourd'hui dans une volonté commune de réunir nos forces. Et donc, ça me semble essentiel. Moi, j'ai aussi, sur notre lieu, on a aussi des gens qui viennent travailler à la journée, un peu comme ça. En fait, le premier besoin auquel on répond, c'est de leur offrir un collectif, une possibilité de partager en toute transparence leurs problèmes, leurs enjeux, leurs envies. Donc, vive les initiatives
collective et vive les collectifs. Merci Nicolas. Je crois que le vocabulaire que vous utilisez au Sun Club, c'est cette idée de tribu, faire tribu, reconnaître nos diversités, mais aussi être porté par un courant unificateur. Paul, le mot de la fin est pour toi. Merci de nous avoir permis d'avoir ce temps d'échange. Trop bien, on est ravis de vous avoir accueillis. Pour conclure, la raison pour laquelle on trouvait intéressant d'organiser un webinaire sur ce thème auprès de notre communauté, c'est que ces collectifs de salariés qui s'organisent et qui se créent dans des organisations ont vocation, avec à la fois des personnes qui sont plus motrices que d'autres et des gens qu'on pourrait assimiler à des sympathisants, à créer des espaces qui vont à la fois porter des actions transformatives, mais aussi rassurer, accueillir, engager tout un tas de personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes au départ de le faire parce que c'est pas forcément dans leur fiche de poste, ces enjeux RSE ou autres. Et donc, légitimer, ça veut aussi dire créer un cadre qui soit une forme de safe space, une forme de regen space. Donc, on trouve particulièrement inspirant d'arriver à visibiliser ce type de cadre. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la particularité de ces collectifs, c'est qu'ils ont des périmètres assez variés. Le plus petit collectif du réseau, ils sont 4. Le plus gros, ils sont plus de 2000. Donc certains sont sur un seul site et se voient tout le temps en présentiel, d'autres sont en multisite à l'échelle du groupe France, à l'échelle du groupe Monde. Donc en fait, il y a des échelles assez variées et qui impliquent une grande flexibilité dans la manière de s'organiser. Mais je pense qu'on a pu parler aujourd'hui, non pas de cette flexibilité, mais des valeurs communes qui doivent tous chercher à atteindre. Donc merci Olivier et Mathieu pour l'organisation de ce webinaire. On est ravis de vous avoir accueillis. Merci Nicolas et Stéphanie pour vos témoignages. Ça rend tout ça plus concret. Et je vais m'arrêter ici avec l'enregistrement. On a parlé d'espace physique, d'espace relationnel. Merci aussi, grâce à toi, Hélène, d'avoir amené cette dimension du temps fondamentale. Et la technologie est aussi un espace aidant. S'offrir grâce à vous, le MOOC des collectifs, qui fait partie des beaux outils de la communauté des Gen Acteurs, c'est aussi s'offrir un espace, même si je suis tout seul avec mes vidéos, un espace pour gagner en discernement, en clarté, en apaisement, et puis en envie d'agir. Je crois que le MOOC est toujours disponible en ligne. Et puis dire que le livre blanc des Regen Space est à votre disposition. On vous donnera les coordonnées pour le télécharger. On a fait, grâce à vos questions, ou plus exactement réponses au formulaire d'inscription, une petite note sur régénération, espace dans un monde sous tension. C'est une note de réflexion. On sera heureux de recueillir vos commentaires. À bientôt.